Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Cyber Security Act avec Franck Sadmi qui est chargé de mission à l'ANSSI. Bonjour Franck. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Et moi-même, Johan Hulot. Alors en préambule, Franck, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, Franck Sadmi, je travaille à l'ANSSI. Je suis dans la division produits et services de sécurité. Dans cette division, on parle beaucoup de certification, qualification, et il y a le bureau politique industriel également. Et moi, je m'occupe de tous les aspects certification européenne. Alors, le Cyber Security Act, qu'est-ce que c'est ? Alors, le Cyber Security Act, c'est un règlement européen qui est sorti en juin 2019. L'intitulé de ce Cyber Security Act ou Cyber Act ou règlement de cybersécurité, c'est le règlement relatif à l'ENISA et à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications. Et il est composé de deux parties. La première, c'est institutionnaliser l'ENISA, l'Agence européenne de cybersécurité. Et la seconde partie porte sur la certification européenne, c'est-à-dire comment mettre en place un cadre général de certification à l'échelle européenne. Alors, très brièvement, l'ENISA, quel va être son rôle, etc. L'ENISA, donc l'Agence européenne de cybersécurité, elle va avoir un rôle de centralisateur des aspects cybersécurité. Elle a plusieurs mandats qui sont énoncés dans le règlement. Néanmoins, il y en a une vocation première de l'ENISA, c'est de coordonner tous les travaux de cybersécurité, et en particulier concernant la certification européenne. Mais l'ENISA, c'est pas nouveau. Alors comment ça se fait qu'on en parle que maintenant ou qu'on revient maintenant sur ce Cyber Security Act pour parler de l'ENISA ? Est-ce qu'il y a un besoin de reconnaissance ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je suis pas complètement expert sur le sujet de l'ENISA, néanmoins, je crois qu'avant, il y avait des mandats qui étaient complètement temporaires, c'est-à-dire que elle avait des mandats pour 3 ans pour exécuter un certain nombre de tâches, et grâce au Cyber Security Act, c'est complètement pérennisé, et donc il y a un mandat permanent pour cette agence européenne de la cybersécurité. Alors, et donc c'est un règlement, c'est-à-dire que ça sera comme le RGPD. Oui, alors un règlement donc d'application directe. Et si on se concentre maintenant sur la certification européenne, la seconde partie de ce règlement-là, c'est vraiment un cadre général pour mettre en place des schémas de certification européenne avec des règles pour avoir des reconnaissances à travers toute l'Europe. Et le but, parce qu'on n'en a pas encore trop parlé, le but d'avoir cette certification européenne au niveau européen, c'est d'améliorer évidemment la qualité au niveau sécurité des produits, des services et des processus. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'harmoniser les mécanismes d'évaluation. Donc s'assurer que justement quand je certifie dans un pays, ça va être la même chose que dans un autre pays. S'assurer au niveau harmonisation que justement il n'y aura pas 18 schémas de certification produits, par exemple, parce que ce qui était plutôt le cas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, en fait, on pouvait certifier en Allemagne ou en Espagne selon des processus d'évaluation différents. Donc l'objectif là, c'est bien de regrouper tous ces schémas de certification et de les rationaliser. J'insiste là-dessus parce que aussi on parle souvent alors à l'ANSSI on faisait beaucoup de certifications dites nationales, mais en fait il y avait aussi il y a toute la certification qui est émanant du secteur privé, et on voit bien qu'il y a plusieurs types de certifications qui en fait pour les comparer c'est assez difficile puisque c'est pas sur les mêmes standards, c'est pas sur les mêmes méthodes d'évaluation, et le but de la certification européenne c'est justement de garantir dans un schéma une cohérence de l'ensemble. Tu peux préciser ce que tu entends par secteur privé ? Enfin, qui délivre des certifications privées en France sur des produits ou des services ? Tu penses à l'AFNOR ou des choses comme ça ? Ouais, alors l'AFNOR Certification est un centre de certification. Moi, je travaillais à Bureau Veritas. Bureau Veritas certifie des produits de sécurité selon des normes IEC, qui sont pas des normes utilisées à l'ANSSI, par exemple. Et on voit bien qu'il y a plusieurs approches d'évaluation.
qui portent sur les mêmes types de produits, et la certification européenne va permettre de regrouper ces différentes méthodes d'évaluation. C'est un enjeu à la fois technique de reconnaissance, mais c'est aussi un enjeu économique, puisque ça permettra aux produits qui seront certifiés dans un pays de pouvoir s'étendre plus facilement partout en Europe. Ouais, exactement. C'est-à-dire que l'objectif principal, c'est de pouvoir évaluer en France, un fabricant peut fabriquer son produit en Espagne, le faire certifier en France et l'utiliser dans un autre pays en Europe avec la reconnaissance qui va bien, puisque ce qu'on délivre avec la certification européenne, c'est bien un certificat européen, c'est pas un certificat français, c'est pas un certificat d'un organisme d'évaluation, c'est un certificat européen qui sera utilisable au sein du marché. Mais qu'est-ce qui va advenir des certificats privés dans ces cas-là, une fois qu'il y aura une certification européenne commune, justement ? La certification de produits par l'AFNOR ou Bureau Veritas, selon leurs propres critères à eux, est-ce qu'elle aura encore du sens ? Alors, ouais, là, on va rentrer plus précisément dans ce qu'est un schéma, parce que le Cybersecurity Act donc dit que on va mettre en place des schémas de certification, donc soit produits, soit processus, soit services. Ce qu'on n'aborde pas, c'est les personnes, certification de personnes. C'est pas pris en compte ça dans le Cyber Act. Ni les systèmes de management. Ni les systèmes de management au sens très strict, quoi. Après, on va voir, par exemple, pour notre système cloud, on pourra en parler plus tard du schéma cloud, mais au sens strict, c'est pas pris en compte. Néanmoins, mais peut-être pour que les gens visualisent avec ce qu'ils ont déjà entendu parler, la certification de produits, c'est typiquement les certifications par rapport aux fameux ancestraux critères communs. Donc c'est les normes ISO 15408 et ça vient de l'Orange Book américain, donc c'est vieux comme la nuit des temps. Et puis les certifications de services, typiquement on en connaît beaucoup en France avec les certifications des prestataires de confiance électronique, tout ce qui est eurodatage, etc. Et puis avec les PASI, et puis avec les P10, tout ce sur quoi on a déjà fait des émissions, ça ce sont des certifications de services. Donc voilà, c'est ce type de certification que l'Europe envisage de fédérer. Ouais, exactement. Et pour reprendre la question, c'était comment on va s'y retrouver entre la certification de type privé et la certification de type national. Comment on groupe ça? C'est que le Cyber Act définit 3 niveaux d'assurance pour les schémas utilisables. Donc le niveau élémentaire, le niveau substantiel et le niveau élevé. Pour le niveau élémentaire... Peut-être niveau d'assurance. Alors, est-ce que c'est pas plutôt des niveaux de confiance? Alors... Niveau de confiance, ouais, Parce que l'assurance, c'est peut-être un anglicisme. Non, je pose la question. Non, c'est un niveau d'assurance au sens où quel est l'effort qu'on va fournir pour obtenir une certaine confiance dans le produit. Voilà, donc c'est bien un niveau de confiance. Donc effectivement, on va par exemple, le Cyber Act dit qu'il y a 3 niveaux, élémentaire, substantiel, élevé. Typiquement, pour un niveau d'assurance élémentaire, il va falloir s'assurer qu'il existe une documentation technique et un processus de développement établi. Pour le niveau substantiel, on va un peu plus loin, on va dire qu'il faut que le fabricant fasse une vérification de vulnérabilité connue sur son produit, et il faut également qu'il fasse des tests fonctionnels. Et pour le niveau élevé, il va falloir s'assurer que un certain nombre de tests d'intrusion ont été réalisés sur le produit. Donc là, on voit bien la gradation de l'effort à fournir en termes d'évaluation pour obtenir le niveau, enfin la certification du bon niveau. Et par ailleurs, donc je rebondis sur la question privée nationale, le Cyber Act dit, voilà, pour le niveau élémentaire, on peut imposer la certification, ou alors il peut y avoir une auto-évaluation. L'auto-évaluation est autorisée pour le niveau élémentaire. C'est chaque schéma qui décidera s'il active l'option de l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, c'est le fabricant, en fait, émet une déclaration de conformité de son produit. Pour le niveau substantiel, on est plutôt dans de la certification donnée par un tiers, au sens classique, au sens organisme de certification privée. Et pour le niveau élevé, par contre, là, on a une certification au niveau d'une autorité nationale. Donc, dans le Cyber Act, on appelle ça l'ANCC, l'Autorité nationale de certification de cybersécurité, qui est la seule à pouvoir émettre des certifications de niveau élevé, sauf dérogation. Il peut y avoir des dérogations, c'est-à-dire on peut déléguer, dans certains cas, cette certification à un organisme privé. Néanmoins, par défaut, la certification de niveau élevé reste pour une autorité nationale.
Donc là, tu viens de décrire donc les niveaux d'assurance ou de confiance des différents schémas. Mais justement, un schéma, qu'est-ce que c'est? En fait, un schéma, ça reste un ensemble de règles et d'exigences techniques qui reposent soit sur des standards, soit sur des spécifications techniques pour appliquer à un produit, un service ou un processus. Donc après, on définit en fait quels sont les référentiels les plus adaptés, donc des référentiels européens ou des référentiels internationaux, des standards ou des normes, et on va prendre ceux qui sont les plus applicables. Par exemple, si je prends des produits de sécurité, on va plutôt effectivement partir sur de la certification comme on la connaît, hein, c'est-à-dire les critères communs. Et puis peut-être que pour des produits IoT, on ira chercher d'autres standards qui sont plus adaptés, peut-être plus permis, enfin moins exigeants en termes d'exigence de sécurité. Aujourd'hui, l'agence a déployé depuis un certain moment des standards comme le PASI, PRIS, P10, etc. J'imagine qu'en Allemagne, le BSI a fait des choses un petit peu similaires. Je peux penser aussi à Secnum Cloud pour l'offre cloud. Comment ça se passe? Est-ce que c'est une mutualisation autour des pays qui ont déjà travaillé et on essaye de trouver un consensus pour que les certifications déjà acquises perdure? Est-ce que c'est une course à l'échalote? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le fond de comment on va se faire manger? Alors en France, on est assez bien lenti puisque effectivement, il y a énormément de référentiels finalement à l'ANSSI, hein, avec tous les services dont tu parlais, Secnum Cloud, enfin les certifications PASI, PRIS, P10 et autres. Donc on a toutes ces certifications qu'on veut promouvoir à l'échelle européenne parce qu'on sait que de toute façon la certification au niveau français, elle est assez intéressante pour notre écosystème, mais faut l'étendre au niveau européen. Et la Commission, de toute façon, quand elle lance la création d'un nouveau schéma, elle nous a toujours indiqué qu'elle voulait partir de RETEX, de retour d'expérience, d'initiative nationale. Donc effectivement, là on parlait, par exemple, je prends un cas concret, Secnum Cloud, donc c'est une qualification pour les prestataires de services cloud en France. Nous, on a poussé ce schéma-là à l'échelon européen pour le futur schéma européen qui s'appelle EUCS, European Cloud Services. Et ça sera décidé après en commission avec tous les pays. Qui c'est qui va choisir ce qui est retenu? Quel niveau d'exigence? Est-ce que c'est un vote? Est-ce que c'est par rapport au RETEX? Comment ça se passe? Alors, il y a deux choses. Il y a déjà, dans les mécanismes de création d'un schéma, c'est la Commission européenne qui décide quels sont les futurs schémas à lancer. Donc à ce jour, il y en a 3 qui sont lancés. Il y a EUCC pour les critères communs, EUCS pour les schémas cloud et le schéma 5G, EU5G. Et elle va lancer un mandat justement à l'ENISA pour rédiger le contenu du schéma. Et dans ce mandat-là, la commission va pouvoir dire, bon voilà, pour rédiger tel ou tel schéma, vous pourrez vous inspirer de telle ou telle initiative. Donc sous-entendu, voilà, en France par exemple, on a Secnum Cloud, bon bah servez-vous de Secnum Cloud comme base de travail. Après, on peut l'étendre, on peut le réduire, bon voilà. Et après, l'ENISA prend ce mandat-là, va créer un groupe d'experts formé d'industriels, 20 experts en général, et pendant une année, elle va rédiger le schéma par rapport à des briques existantes. Donc si je vous reprends par exemple le schéma cloud, il y avait une initiative qui existait en Allemagne qui s'appelle le schéma C5, qui porte sur le cloud. Il était plutôt de niveau substantiel, donc un niveau intermédiaire. Nous, on avait Secnum Cloud plutôt de niveau élevé, on le positionne au niveau élevé. Donc la création du schéma européen cloud est composée des 2 briques, C5 pour le niveau substantiel, et on ajoute toutes les exigences supplémentaires de Secnum Cloud qui nous permettent d'atteindre le niveau élevé. Et quid des certifications produits? Produit, c'est pareil. Pour le coup, là, on est dans la rédaction du premier schéma EUCC. Alors, il a le mérite de... Comment dire? Il était déjà assez harmonisé, hein, puisque EUCC, c'était déjà... EUCC, pardon. c'est pour? Ouais, European Common Criteria. Donc, c'est le schéma... en fait, c'est la transposition du schéma critères communs à l'échelle européenne, qu'on appellera EUCC demain. Donc, en fait, l'ancien schéma EUCC, il a été donc transposé au niveau EUCC, au niveau européen, grâce au Cyber-Act, avec ces fameuses briques dont je vous ai parlé auparavant, c'est-à-dire, typiquement, dans le Cyber-Act, on dit qu'il peut y avoir 3 niveaux. EUCC, par exemple, n'aborde que 2 niveaux. Il n'existe que le niveau substantiel et le niveau élevé. Il n'y a pas de niveau élémentaire. Et donc, en fait, on a transposé ce schéma historique CC
pour devenir un schéma EUCC, dans lequel, en fait, en faisant rapidement le détail, par exemple, le niveau substantiel correspond à des niveaux AVAVAN 1 et 2. Voilà, et puis par exemple, le niveau élevé correspond à des niveaux d'évaluation pour les AVAVAN 3, 4, 5. Donc on a pu transposer. De la même manière, les autorités nationales certifient pour le niveau élevé, et puis le secteur privé, pour le coup, va récupérer la certification de niveau substantiel, et ça c'est une nouveauté. Le premier niveau qui est plus proche, on va dire, de l'auto-évaluation, est-ce que on ne craint pas que ce soit un niveau facile d'accès et qui permette de présenter des produits ou des services un peu trop facilement? Ah mais c'est le concept, c'est accessible super facilement. Mais en fait, c'est la même chose que le marquage CE. Aujourd'hui, quand tu as le marquage CE, bon, par exemple, moi, sur mon capteur de CO2, eh bien, ce marquage CE, c'est le fabricant qui a dit « Ouais, c'est bon, moi, je respecte les règles de l'Europe et je mets le marquage CE. » Bah, c'est pareil, tu auras des IoT marquage CE. Bah, évidemment, il n'y a absolument personne qui a audité. C'est un contrôle a posteriori par les douanes ou d'autres. Mais donc, en fait, c'est pareil que le marquage CE. C'est chacun qui dit « Ouais, c'est bon, j'ai respecté les règles de l'Europe. » Ouais, mais je pense que ça dépendra justement des enjeux portés par certains schémas. On pourrait imaginer un schéma IoT ou un schéma IoT industriel. Peut-être qu'un schéma IoT pour le niveau élémentaire, l'auto-évaluation sera suffisante, alors que peut-être que l'IoT industriel, on dira que dès le niveau élémentaire, il faut une certification puisqu'on accorde plus de confiance quand c'est évalué par un tiers. Un capteur de CO2 grand public, même connecté, le marquage CE, ça suffit. Par contre, un capteur de CO2 industriel, on va peut-être demander effectivement une vraie certification par un tiers. Et est-ce que les schémas ont été prédéfinis d'ores et déjà, ou il y en a qui sont à venir? Alors, pour l'instant, il y en a 3 qui sont lancés. Donc, les critères communs, les services cloud et le schéma 5G qui va être lancé fin de mois, là, fin d'année, ouais, novembre-décembre. Et par la suite, en fait, effectivement, il y a une roadmap, un programme de travail qui a été défini par la Commission européenne par rapport aux besoins identifiés de tous les secteurs. Donc, les futurs schémas qui sont envisagés, c'est un schéma produit système industriel, un schéma produit IoT. Et puis il y a d'autres pistes de réflexion qui sont processus de développement, un schéma pourquoi pas IA, intelligence artificielle, un schéma crypto, il en est question puisque justement ça pourrait être complètement transverse à l'ensemble des produits, donc pourquoi ne pas avoir un schéma dédié crypto, c'est à l'étude. Schéma PASI, il a été... J'avais peur parce que je ne voyais pas arriver, je me dis mince, mais ils vont pas essayer de rendre européen la certification des auditeurs. Si. Alors l'ANSSI, on est assez actif parce que nous justement notre modèle c'est de promouvoir tous nos schémas. On a pas mal de schémas, on sait qu'il y en a qui fonctionnent. En plus, typiquement le schéma PASI, donc prestataire d'audit, il peut être utilisé dans plein d'autres schémas. Quand on demande par exemple à ce que un produit au niveau élevé soit pentesté, où il y a une évaluation basée sur des tests d'intrusion, on pourrait très bien imaginer d'utiliser un prestataire qualifié ou certifié dans le nouveau monde, parce que dans le nouveau monde, dans le monde de la certification européenne, on ne parle que de certification. Donc effectivement, nous on promeut vraiment nos schémas français. Il y a tout un tas de standards. Alors tu fais bien de terminer par français parce que ma question porte là-dessus. Il y a tout un tas de standards qui existent autour de l'ISO 27001, 27017, 27035, etc. Est-ce que l'Europe veut se démarquer et créer un schéma ou des schémas européens de certification? Est-ce que c'est pour lutter contre des acteurs étrangers, que ce soit chinois, américains ou autres, ou est-ce que ça va vraiment, selon toi, apporter un plus par rapport à tout ce qui existe déjà, ou qui pourrait exister par ailleurs? Moi, je pense que le plus vraiment qui va être apporté grâce à la certification européenne, c'est déjà de rationaliser l'ensemble des schémas qui peuvent exister. On peut prendre les exemples des produits, parce que produits, on comprend bien, il y a beaucoup de schémas d'évaluation qui permettent d'obtenir des certifications, Et effectivement, c'est difficile de s'y retrouver. L'objectif de la certification européenne, c'est vraiment de regrouper cela. Donc, on aura peut-être un schéma critère commun, ça c'est sûr. Et par la suite, on aura peut-être des schémas pour les produits industriels ou IoT, mais qui seront peut-être des déclinaisons finalement
des schémas, des critères communs. Pourquoi pas? Et d'ailleurs, nous, à l'ANSSI, on pousse plutôt dans ce sens-là. On veut plutôt des schémas génériques qui puissent être après spécialisés par rapport à certains domaines sectoriels. Non, mais c'est pour créer un marché européen. Parce que là, Jean-Philippe, tu vois bien que le marché est complètement morcelé. Chacun fait son truc dans son pays. Donc c'est pour permettre l'émergence d'acteurs européens. Il faut que tout le monde se fasse confiance à l'intérieur de l'Europe. Ça n'était pas encore le cas dans notre domaine. Et d'ailleurs, je t'en prie, vas-y. Pardon. Si je prends le cas de Secnum Cloud, j'imagine très bien des acteurs nord-américains, par exemple, vouloir se faire certifier illico presto dès que le schéma sera validé, parce que, tu viens de le dire, Hervé, ça donne un saut de confiance sur toute l'Europe et ça leur permettrait très probablement d'accéder à des marchés. C'est aussi pour ça que dans ma question, il y avait une question sur la partie protectionnisme. Alors, ouais, pour rebondir sur la partie protectionniste, typiquement sur le schéma cloud, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais donc, comme je le disais tout à l'heure, le schéma cloud européen, celui qu'on est en train de construire et de rédiger, c'est l'ENISA qui rédige, hein, qui a le stylo, hein, mais on participe aux réunions de travail. Donc le niveau substantiel est basé sur C5, la brique allemande, donc le schéma allemand, et la partie élevée est basée sur Secnum Cloud. Et je pense que vous en avez entendu parler, mais en ce moment il y a un appel à commentaires sur une révision de notre schéma Secnum Cloud là, depuis un mois. Et dans cette révision-là du schéma Secnum Cloud, on a clarifié un certain nombre d'exigences qui portaient sur l'immunité aux lois extraterritoriales. À savoir se protéger de réglementations non européennes qui pourraient donner certains accès à certaines données dans certains cas. Donc ça existe aux États-Unis et puis ça existera dans d'autres pays. Donc Secnum Cloud permet justement de nous protéger, c'est-à-dire protéger les données qui seront hébergées en Europe. Et donc au niveau Secnum Cloud, on est à peu près d'accord, puisque au niveau français, c'est l'ANSSI qui gère, et voilà. Néanmoins, au niveau européen, on est en train de pousser la même idée. Et effectivement, on est dans une campagne d'influence, parce que certains États membres sont pas du tout sur la même échelle de risque, même pour le niveau élevé, quoi. Alors que nous, on considère que c'est un risque vraiment à prendre en compte. Je voudrais revenir sur les aspects produits et le lien avec les CSPN. Comment est-ce que ça se passe ? Alors CSPN, donc c'est un schéma purement français qui n'a pas beaucoup de reconnaissance en Europe. Il y a des accords qui ont été initiés avec l'Allemagne, mais ça va pas beaucoup plus loin. Nous, notre objectif pour la CSPN, typiquement, c'est de lancer, de faire devenir CSPN en tant que schéma européen pour le niveau élevé, puisqu'on considère que la CSPN c'est du niveau élevé par rapport aux tests d'intrusion qui sont demandés dans le Cyber-Act. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a une initiative en ce moment de normalisation sur une norme qui s'appelle FITSEM, Fixed Time Common Evaluation Methodology. Donc, ça veut dire une évaluation en temps contraint, ce qui correspond exactement à la CSPN. Donc, en ce moment, on travaille pas mal sur cet aspect de normalisation pour avoir une norme qui représente vraiment la CSPN et pour que demain, on ait un schéma dédié, c'est-à-dire un schéma produit, mais en temps contraint, ce qui est une différence par rapport à l'approche critères communs, par exemple. J'avais une question, toujours sur le CSA, tu nous as donné les 3 niveaux tout à l'heure. J'aurais voulu, si c'est possible, que tu nous précises un peu la vision que l'agence peut avoir sur la place de l'hygiène dans tout ça, parce qu'on sait dans les nouveaux référentiels, je pense entre autres à Secnum Cloud, que la base de Secnum Cloud, c'est déjà l'hygiène. Tant qu'on n'a pas rempli l'hygiène, on ne peut pas aller vers la suite. Et ce que je vois se dessiner, alors peut-être à tort, c'est que cette inclusion sera présente un peu globalement. Est-ce que tu envisages, ou l'agence envisage, de pousser aussi l'hygiène pour un certain niveau à travers le CSA ? L'hygiène au sens hygiène de sécurité, le guide d'hygiène. Ouais. Bah pour nous, typiquement, le guide d'hygiène, c'est vraiment du niveau élémentaire. C'est-à-dire, c'est les premières briques qui sont des formes de quick wins, qui sont faciles à mettre en œuvre par un fabricant ou un fabricant de produits ou fournisseur de services, et qui représentent un niveau élémentaire, quoi. Et qui est un premier palier pour arriver ensuite au niveau substantiel ou élevé. D'accord, donc quoi qu'il arrive, c'est l'ensemble des référentiels poussés par l'ANSSI qui va réussir à trouver sa place a priori dans le CSA. Et en position. Alors on espère, ouais. On est assez actif dans ce domaine-là, donc on essaye de justement pousser nos bonnes pratiques.
Bon, bah, c'est une bonne nouvelle pour toutes les entreprises françaises, en tout cas, qui se conformeraient ou qui essaieraient de se conformer à tout ça, puisque ça veut dire que d'un coup, lorsque le CSA sera voté, ça transforme le marché national en marché européen grâce à la certification. Ouais. Mais question, à part la France et l'Allemagne, qui est actif dans la proposition de schéma ou qu'est-ce qui est véritablement actif dans les pays de l'Union qui pousse un peu vers de la vraie cyber? Alors, nous, on est effectivement très proche du BSI allemand. On travaille beaucoup avec eux, mais ça c'est un peu historique par les critères communs ou d'autres schémas. Je pourrais pas dire qu'il y a des bons élèves ou des mauvais élèves. Hein. Non, c'est pas ma question, mais qui est actif? J'ai pas dit qui était bon, qui est actif? Est actif. Bah, en fait, ceux qui sont les plus actifs, c'est ceux qui poussent leurs schémas nationaux. Et on se rend compte en fait qu'il n'y a pas tant d'initiatives que ça au niveau européen. L'Estonie, Bon, un peu Estonie, Espagne, Italie, Allemagne, Suède, Pays-Bas, voilà. Mais ça dépend vraiment. Il y a pas mal de pays qui sont aussi, enfin c'est le principe de l'Europe et de l'harmonisation, qui sont vraiment à l'écoute de ce qui peut se passer et sont preneurs de toutes les initiatives provenant d'autres pays, quoi, comme la France ou l'Allemagne. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives étrangères, alors américaines, mais aussi Singapour et peut-être d'autres pays dont j'ai pas encore entendu parler. Est-ce qu'on s'oriente vers un schéma de certification mondial ou est-ce que vous leur parlez? Est-ce que vous en êtes inspiré? Est-ce que vous essayez d'être les premiers? Enfin, comment ça se passe? Nous, l'ambition, c'est vraiment la zone euro, enfin l'Union européenne. Hein. Donc, on va plutôt s'attacher à regarder quelles sont les initiatives au niveau européen et les besoins au niveau européen pour monter des schémas européens. Après, il y aura peut-être des mécanismes de reconnaissance avec d'autres schémas hors Europe, pourquoi pas. D'ailleurs, ça doit faire partie. Le CSA dit que dit que chaque schéma doit définir des mécanismes de reconnaissance si c'était jugé nécessaire, mais on va pas plus loin pour l'instant. Et alors, quels sont les acteurs du processus de certification? Alors, il y a pas mal d'acteurs, effectivement. On a pas mal parlé de l'ENISA, un peu comme le chef d'orchestre. C'est lui qui reçoit le mandat de la Commission européenne pour rédiger pour rédiger le schéma, grâce à un groupe de travail. Donc, l'ENISA est évidemment central. Un autre acteur, c'est les organismes d'évaluation de la conformité. Donc, OEC ou CAB, on appelle ça pas mal CAB, les Conformity Assessment Body. Et ces ces organismes d'évaluation de la conformité sont assez importants puisque c'est une pierre angulaire de l'évaluation de conformité. D'une part, ils doivent être accrédités. Donc, ils vont être accrédités par les organismes d'accréditation. En France, nous, c'est le COFRAC qui nous accrédite. Donc, et on peut distinguer deux types d'organismes d'évaluation. Les centres de certification, ceux qui délivrent le certificat, et après, les laboratoires, ceux qui réalisent les évaluations. Donc typiquement, dans les critères communs, les deux mondes sont vraiment dissociés, quoi. Bon, il y a toujours le centre de certification d'un côté et le laboratoire de l'autre. On pourrait imaginer que dans d'autres schémas, ça soit porté par le même organisme d'évaluation. Néanmoins, on fait quand même la distinction entre celui qui certifie et celui qui évalue. Donc, les organismes d'évaluation de la conformité sont donc une pierre angulaire dans le cadre des schémas de certification, évidemment. Un autre acteur majeur, c'est l'ANCC, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'Autorité nationale de certification de cybersécurité. Chaque État membre a une ANCC. En France, c'est l'ANSSI qui a été désigné. Et le but de cette ANCC, l'ANCC a deux missions. Première mission, c'est de faire de la certification pour le niveau élevé, comme on l'a dit tout à l'heure. Deuxième mission, c'est de faire de la supervision. C'est-à-dire que l'ANSSI, dans ses missions d'ANCC, pourra aller contrôler les organismes d'évaluation de la conformité pour s'assurer qu'ils évaluent conformément aux règles décrites dans le schéma et pourra aller aussi contrôler les fabricants qui font de l'auto-évaluation, un peu au sens surveillance de marché. Donc on voit que l'autorité nationale de certification, elle est vraiment assez importante pour s'assurer que dans chaque État membre, chacun des schémas soit bien opéré selon les règles. Et puis il y a deux autres acteurs dont je voulais parler. Le groupe ECCG. Le groupe ECCG, c'est le European Cyber Security Certification Group. Donc ça, c'est le groupe des États membres. Donc l'ANSSI fait partie de ces États membres, chaque pays a son représentant qui va discuter avec la Commission pour pouvoir influer sur les futurs schémas et va pouvoir aussi donner une opinion quand le schéma sera rédigé. Donc ça c'est le premier point, donc ça c'est le groupe des États membres.
Et le deuxième groupe qui est aussi assez important, c'est le groupe des parties prenantes de l'industrie. Donc, dans le cadre de ces réflexions, la Commission est appelée à demander l'avis de l'industrie européenne. Donc, c'est ce groupe-là, le groupe des parties prenantes de la certification de cybersécurité. Et il y en a, je crois, de mémoire, il y en a une cinquantaine qui ont été désignés. Donc, que des gros groupes, Airbus, je voudrais pas dire d'erreur, mais Thales ou autres, ou alors des associations qui sont là pour donner en fait les tendances ou les besoins pour les futurs schémas. Mais ce sont plutôt des industriels qui produisent des produits ou des clients, des consommateurs, des gens qui utilisent? Les deux justement, pour que justement la définition du besoin soit bien identifiée, mais à l'échelle européenne, quoi. Et donc la Commission en fait se repose sur ces deux piliers-là, enfin trois, j'aurais tendance à dire. Premier pilier, les industriels. Deuxième pilier, la représentation des États membres. Et le troisième, c'est évidemment l'INISA pour la rédaction des schémas. Ok. Et quelles sont les échéances à venir? Alors, les échéances, le Cyber Act, il est sorti en juin 2019 d'application directe, donc il est applicable. Bon, comme il n'y avait pas de schéma européen en juin 2019, ça fait 2 ans qu'à peu près on attend le premier schéma, parce que on va pouvoir commencer à travailler quand le premier schéma sera sorti. En juin 2021, chaque ANCC, autorité nationale, devait être désigné. Donc chaque État membre a désigné depuis juin dernier son autorité nationale. Et donc les prochaines échéances maintenant, c'est les sorties des futurs schémas. Donc les critères communs, par exemple, la transposition, le schéma EUCC européen, devrait sortir pour fin de deuxième trimestre 2022. Dans la foulée devrait suivre le cloud, puisque là, on est en fin de rédaction du schéma. Là, ça va passer dans les mains de la Commission européenne qui va le transposer en acte législatif. Ça va prendre un petit peu de temps, au moins 6 mois. Et puis dans la foulée, donc et puis début 2023, il y aura la mise en œuvre du schéma 5G par exemple. Et pour revenir encore plus précisément dans les délais, par exemple, EUCC, là dont je vous parlais, va sortir fin deuxième trimestre 2022. Il va y avoir une période de transition, c'est nécessaire. C'est-à-dire que la période de transition elle va permettre aux futurs organismes d'évaluation de la conformité de devenir accrédités, et puis aux fabricants de montrer les nouvelles preuves attendues par rapport à l'ancien monde qui étaient les critères communs. Donc on a une période de transition qui va être statuée par la Commission européenne, une période de 12 à 18 mois, nous on espère 12 mois, pour que justement le premier certificat émis soit 1 an après la sortie de l'acte législatif de la Commission européenne. Est-ce qu'il y aura, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais est-ce que les gens qui seront certifiés, je reste sur Secnum Cloud pour l'exemple, auront un passe-droit le temps de leur certification, donc 3 ans par exemple, pour avoir un équivalent en EUCS lorsque celui-là sera sorti? Alors, le Cyber Act dit bien que l'ensemble des produits ou services qui seraient certifiés dans un autre cadre, évidemment, vont garder la validité de leur certificat. Et les périodes de transition permettent justement de monter la marche pour pouvoir, passer dans le nouveau schéma européen, quoi. Et d'ailleurs, quand on travaille avec l'ENISA pour la constitution, par exemple, du schéma critères communs ou du schéma cloud, il est prévu des guidelines pour faire des passerelles entre l'ancien monde et le nouveau monde. De la même manière, pour le schéma cloud, il y aura des passerelles entre le schéma C5, qui est le niveau substantiel à peu près, avec le niveau substantiel du schéma européen. Et de la même manière, il y aura une passerelle. On identifiera quelles sont les différences entre Secnum Cloud et le niveau élevé pour faciliter la vie des qualifiés, quoi. Enfin, oui, des qualifiés. Si je reformule, du coup, les gens qui auront des certifications, selon la nouvelle terminologie, devront quand même montrer patte blanche pour transformer un Secnum Cloud français en EUCS. Oui, parce qu'il y a forcément, il y a des différences. Dans le nouveau schéma cloud, là, il y a des nouvelles exigences. Et donc, et même en termes d'évaluation, la méthode d'évaluation est un petit peu différente. Donc, oui, il y aura un travail à fournir. Il n'y aura pas, il n'y aura pas d'équivalence immédiate. Non, il n'y aura pas d'équivalence directe. Mais c'est aussi le cas, par exemple, avec les critères communs. Hein. Même si le schéma EUCC européen est très proche du schéma CC, il y a quand même une marche à franchir entre les deux schémas. Oui, ça veut dire que quelqu'un qui
alors peut-être ce sera plus le cas, hein, mais quelqu'un qui voudrait se faire certifier SecNumCloud en 2023, si j'ai bien écouté le planning que tu nous as donné, ferait mieux d'attendre 2024 pour passer directement sur le référentiel CSA. Moi, je suis plus perplexe parce qu'il y a pour la plupart des gens tellement de travail à faire que pour candidater sur un schéma européen en 2024, moi, ma recommandation, ce serait mettez-vous-y tout de suite. Ouais, alors effectivement, et puis même en passant par l'échelon SecNumCloud, hein. Effectivement, là, je pense que ce que je disais tout à l'heure, oui, effectivement, le schéma cloud, il va pas arriver avant milieu 2022, donc le premier certificat émis milieu 2023 au mieux. Donc, et ce qu'on se lance dans ça a toujours du retard. Alors c'est des temps un peu longs, c'est des temps un peu longs. On est assez satisfait puisque ça avance, hein. Il y a quand même, on est sur 3 schémas au bout de 2 ans. Les ambitions de la Commission européenne à l'origine, c'était de faire 2 schémas par an à peu près. Mais on se rend compte que c'est assez optimiste. Franck, mais... tu as dit que dans le schéma européen, il y avait quelques trucs en plus par rapport à SecNumCloud. Ouais, mais à mon avis, ils sont anecdotiques. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses en moins? Alors nous, pour le coup, une des lignes rouges, hein, de l'ANSSI, c'est de s'assurer que le niveau élevé du futur schéma européen comprenne l'ensemble des exigences SecNumCloud. Mais actuellement, dans SecNumCloud, il y a quasiment tous les documents de l'ANSSI qui sont applicables. Ah, alors, donc comment tu passes ça au niveau européen? Faut qu'on les traduise. Et au-delà de ça, on s'assure que les grandes familles d'exigences sont au moins reportées au niveau élevé. C'est trop fort. C'est beaucoup de travail, hein, de reporter, parce qu'effectivement, et puis en plus, je rebondis sur une question qui a été posée auparavant, c'est-à-dire on n'a pas tous la même définition du niveau élevé, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit embarquer dans le niveau élevé? Nous, on a une vision, faut la partager avec les autres États membres, faut la démontrer, l'intérêt, la démontrer. Donc c'est assez, ça prend un peu de temps. Et est-ce que dans ce cadre, dans ce mouvement législatif européen, vous, par exemple, très directement à Annecy, vous êtes impacté par les nouvelles réglementations qui arrivent? Moi, je pense notamment à Nice 2, je pense à DORA, la sécurité informatique pour le secteur financier. On voit que dans tous ces objectifs de législation européenne qui sont en train d'arriver dans les, 12, 24, peut-être 36 mois, systématiquement, on parle de références européennes, de références internationales, de blablabla. On voit bien qu'il y a ce besoin. Alors, est-ce que c'est aussi à ça que le Cyber Security Act va servir? C'est-à-dire de pousser vers une harmonisation, y compris dans des acteurs sectoriels comme DORA? Ouais. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le règlement, il est d'application directe, le règlement du Cyber Act. Néanmoins, il est d'application volontaire. C'est-à-dire que si vous voulez sortir un produit qui n'est pas certifié, vous avez le droit à ce jour. C'est vraiment si vous souhaitez que votre firewall soit certifié sur le niveau élevé, élémentaire ou substantiel, c'est vous qui choisissez finalement. Par contre, on espère que justement, à terme, ça soit appelé par des directives Nice ou autres, pour justement garantir le succès de la certification européenne, et parce que les schémas seront suffisamment matures et auront assez de maturité pour pouvoir être appelés directement dans des directives telles que tu les disais tout à l'heure. Mais c'est l'objectif, hein. Application volontaire dans un premier temps et dans un deuxième temps. Et je crois d'ailleurs que dans la révision de la directive Nice, il est pas mal question de certification. Alors, on se mord la queue puisqu'on voudrait appeler de la certification, mais les schémas sont pas encore sortis, donc faut attendre que les schémas sortent. Donc voilà, il y a un problématique de rédaction des exigences, mais je pense que la directive Nice va être modifiée dans le sens où, tant que possible, la certification sera souhaitée ou fortement recommandée. Mais la certification, je pense qu'elle restera nécessairement volontaire, parce qu'à partir du moment où elle devient obligatoire, en gros, ceux qui l'ont pas obtenue sont ceux qui ont échoué. Or aujourd'hui, le grand principe du CSPN, c'est qu'on connaît que les gagnants, mais tous ceux qui ont échoué et qui ont parfois échoué plusieurs fois avec plusieurs laboratoires d'évaluation, ça justement, on ne le sait pas, puisqu'on connaît que les gagnants. Franck, est-ce que tu souhaiterais apporter le mot de la fin? Ouais, moi je voulais parler donc du Cyber Act. Vraiment, nous on pense que c'est une réelle opportunité
d'avoir ce cadre général de la certification au niveau européen pour pouvoir justement éviter la fragmentation, pour s'assurer qu'en Europe, on utilise les mêmes méthodes d'évaluation, on utilise les mêmes standards qui permettent de définir nos exigences de sécurité. Donc pour nous, c'est une réelle opportunité de monter le niveau de sécurité, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif premier du CyberHack, c'est ça, hein, améliorer la sécurité des produits, des services et des processus. Et à l'ANSSI, donc ça nous tient à cœur de travailler activement dans ce cadre-là de la cybersécurité européenne, parce qu'on est plutôt fiers de nos schémas nationaux et qu'on aimerait bien reporter au niveau européen. Bon, bien, Franck, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et félicitations pour ces travaux. Merci. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.